Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Nous avons un petit changement de programme parce que le professeur de Zadar qui devait nous faire une conférence aujourd'hui est malade. Donc le professeur Kozik ne pourra pas faire la conférence aujourd'hui, il la fera un autre moment, je ne sais pas encore quand, mais probablement indépendamment du séminaire. Mais on trouvera une autre occasion pour la faire. Alors donc pour cette séance, je vais donc moi vous proposer une conférence dans le cadre donc de ces conférences guillaumiennes sur le thème systématique et motivation chez Gustave Guillaume, parce que vous l'aurez remarqué aussi bien avec la conférence de Sophie Safi qu'avec celle de Pierre Cotte par exemple, on a quand même chez un certain nombre de guillaumiens contemporains cette idée que l'appareil conceptuel de Gustave Guillaume, ou tout au moins la façon dont Gustave Guillaume a d'aborder les problèmes linguistiques, conduit à s'intéresser au phénomène de motivation. Alors, à mes yeux, cet intérêt, cette lecture de la psychomécanique du langage en direction de la motivation linguistique vient d'une certaine conception du système, de la systématique, et c'est pour cette raison que j'ai choisi de traiter ce sujet. Alors, je le ferai en 3 parties. Tout d'abord, donc, je verrai la question du système en général chez Gustave Guillaume et en comparaison avec Saussure, puisque, au fond, cette idée que la langue est un système, on la trouve chez Meillet, chez Saussure, et Guillaume se présente, tout au moins dans certains des textes, comme un simple continuateur des linguistes qui ont mis le système au cœur de l'analyse. Mais en fait, quand on regarde les choses d'un peu plus près, on s'aperçoit assez vite que c'est un continuateur, mais qui transforme quand même les choses. Et donc, par rapport à la perspective qu'avait la grammaire historique et comparée au sujet du système, il y a un déplacement qui fait qu'il y a une approche originale quand même chez Guillaume de cette notion de système. On verra qu'il va même jusqu'à définir ce qu'il appelle là la psychosystématique. Alors ça, bon, c'est vrai qu'on a parfois une hésitation entre psychomécanique, psychosystématique, même certains préfèrent systématique du langage. Il y a un peu de flottement dans la terminologie. Ici, Guillaume définit la psychosystématique comme un domaine particulier de la linguistique qui va être le domaine, qui va être un domaine de la linguistique où on s'intéresse au système justement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est propre qui est très conscient chez Guillaume en fait que le système ou les systèmes sont un objet d'analyse en eux-mêmes. C'est pas simplement une propriété des langues que d'être systématique. Il s'intéresse au système, au pluriel. Et puis, enfin, dans cette première partie, on verra le contraste, en fait, comment on peut comprendre le contraste le plus fort entre Guillaume et Saussure sur cette notion de systématicité. Je crois que je vous en avais déjà parlé au tout début du semestre, mais il y a vraiment une opposition qui n'est pas explicite chez Guillaume, entre Guillaume et Saussure, sur l'idée que la langue est fondamentalement systématique chez Guillaume, alors qu'elle l'est que secondairement au fond chez Saussure, que secondairement. Donc il y a une distinction de priorité, on pourrait dire, mais entre Guillaume et Saussure de ce point de vue-là, mais en fait ça n'est pas qu'une affaire de priorité, c'est vraiment une affaire disons d'ontologie du langage, de conception, qu'est-ce que l'être du langage, qu'est-ce que l'être des langues, etc. Alors, dans ma deuxième partie, je me concentrerai sur un article de Guillaume, qui date de 1941, dont on a parlé d'ailleurs à l'occasion de la conférence d'Olivier Soutel, article sur les radicaux du verbe aller. Donc je vais le reprendre, je voudrais expliquer à nouveau cet article parce qu'il est assez fondateur, disons, dans la perspective des études sur la motivation. L'idée, c'est simplement de dire qu'au départ, si vous voulez, quand on regarde les radicaux du verbe aller, quand on regarde la conjugaison du verbe aller, on voit que on a un radical V dans je vais, tu vas, etc. Un radical ir au futur, j'irai, tu iras. Un radical j'ai dit V au présent, et il y a un radical al aussi à l'imparfait, j'allais par exemple, au passé simple. Bon. Donc il y a 3 radicaux, et au fond,
jusqu'à Guillaume, et même toujours aujourd'hui, je pense que beaucoup de linguistes considèrent que c'est simplement une espèce de particularité de ce verbe. On change le radical selon le temps, hein, mais selon le temps ou le mode, mais dans tous les cas, que ce soit le radical V, le radical al, le radical ir, il signifie aller, il signifie toujours la même chose. C'est-à-dire que le fait que ce radical ait une forme différente est considéré comme totalement indifférent par rapport à sa signification. Hein. Quelle que soit sa forme, il signifie toujours la même chose. On verra que justement, chez Guillaume, il y a une hypothèse sur le fait que c'est pas simplement un hasard et que ces verbes, ces radicaux ne signifient pas tout à fait la même chose. Bon, et enfin, je tirerai parti de cette perspective guillaumienne sur la motivation, hein, telle qu'on peut la dériver de cet article de 41, pour distinguer deux grands types de motivation. Bon, la motivation interne, la motivation externe, mais surtout on verra que au-delà de ce qu'on appelle arbitraire absolu, arbitraire relatif, il y a des degrés au fond de motivation externe assez différents selon qu'on a un ou plusieurs signes. Et en général, la pensée linguistique s'est plutôt intéressée à la motivation d'un signe ou d'un système, mais pas au cas où on a par exemple un signifiant pour deux signifiés ou un signifié pour deux signifiants, donc des situations qui ne sont pas du tout symétriques. Et c'est ça qu'on étudiera à ce moment-là à partir donc de l'article de Guillaume sur les verbes aller. Et puis donc je conclurai sur les formes de la motivation. Alors commençons donc par la notion de système chez Guillaume. Hein. Comme je vous le disais il y a un instant, Guillaume se présente comme étant dans la continuation, il présente ses travaux comme fidèle à l'esprit saussurien, à la linguistique saussurienne. Hein. C'est une filiation qu'on peut dire critique, cependant, puisque, comme on va le voir, même si Guillaume prétend simplement continuer les travaux de Saussure, ou de la grammaire générale et comparée, il va tout de même apporter un certain nombre de particularités à son étude. Hein. Alors, ce que je préciserai également en préambule là, de cette question, c'est que, au fond, pourquoi on peut se demander pourquoi il y a eu quand même pourquoi on parle encore de Gustave Guillaume alors que Guillaume était quand même un linguiste très isolé, pas du tout dans l'institution, hein, on vous l'a dit plusieurs fois, une sorte de marginal. On aurait pu complètement l'oublier. Hein. Il a quand même fait école, même si aujourd'hui cette école est très et comporte assez peu de membres. Hein. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, il y a une difficulté dans l'appréhension de Guillaume qui fait que actuellement, disons que le corpus guillaumien n'a pas des propriétés qui le rendent facilement accessible aux chercheurs, même aux jeunes chercheurs, enfin. Mais quand même, il y a bien des raisons pour lesquelles on en parle encore aujourd'hui. Hein. Alors, ces raisons, à mon avis, sont les suivantes. Bon, il y en aurait d'autres, hein, mais c'est une façon de répondre à la question posée dans le séminaire sur l'intérêt de la linguistique guillaumienne. Bon, c'est d'abord qu'il y a une ambition théorique. Hein, chez Guillaume, ça c'est très clair. Ça, on le voit très bien dans de nombreuses déclarations de Guillaume. Il se présente comme un théoricien. Hein. Donc il y a vraiment une ambition théorique revendiquée. Hein. D'ailleurs, c'est à juste titre que un recueil posthume a été intitulé par Roquevalin « Principe de linguistique théorique ». Hein. La linguistique théorique, elle est, mais je crois que j'en avais parlé hein, lors de toute première séance, la linguistique théorique, aujourd'hui en France, elle est vraiment illustrée par les travaux de Gustave Guillaume. Hein. Il y a vraiment cette ambition théorique. Et ça, c'est précieux parce qu'aujourd'hui, au fond, il y a quand même
un certain déficit de la théorie observable en linguistique au bénéfice donc de travaux plus empiriques sur corpus, etc. Mais les réflexions théoriques ambitieuses sont disons, plutôt rares aujourd'hui. Donc cette ambition théorique, elle est importante. Ensuite, il y a quand même une certaine rupture, on verra, conceptuelle par rapport à la linguistique qu'on peut appeler saussurienne, que Guillaume tente d'approfondir. Donc il va, c'est ce qu'on va voir, repenser ou reconceptualiser le système de la langue. Et cette reconceptualisation, elle implique un certain nombre de caractéristiques. D'abord, on va le voir, la notion de motivation des signes, qui n'est pas absente chez Saussure, avec la notion de motivation relative, mais là, le principe va être généralisé. Autre chose qui est très différent entre Saussure et Guillaume, c'est la notion de position, la linguistique de position par opposition à l'opposition, justement, si je puis dire. Donc, il y a une linguistique de la dualité et de l'opposition chez Saussure, alors qu'on est dans des positions chez Guillaume, c'est-à-dire, vous vous souvenez, chaque fois on a des mouvements de pensée et qui s'arrêtent dans certaines positions. On a des saisies sur des mouvements de pensée. Donc on a des positions et plutôt que des oppositions. Si vous voulez, les oppositions sont des conséquences des positions. Elles ne sont pas premières. Alors que chez Saussure, comme on est dans une épistémologie complètement différente, elles sont premières. Il y a la notion de temps opératif, plusieurs professeurs qui sont intervenus dans le séminaire en ont parlé. C'est un des points, bon, je ne vais pas beaucoup y insister aujourd'hui, mais malgré tout c'est à mes yeux un des points essentiels de la théorie et un des concepts qui a sans doute une fécondité potentielle la plus grande aujourd'hui. La prise en compte du plan cognitif, qui est bien sûr largement ignoré dans la perspective saussurienne, mais volontairement, pas, disons, dans la perspective strictement linguistique, si on veut, de Saussure, où il n'est question ni des représentations du monde, c'est-à-dire ni des concepts, etc., ni des processus mentaux, mais uniquement du système de signes, de la sémiologie en tant que telle, comme étant une sphère sémiotique donc autonome. On a chez Guillaume, donc la référence à un plan vraiment clairement mental, opération mentale, donc un plan cognitif. Et puis la dimension référentielle est également prise en compte. C'est ce que Guillaume appelle le grand face-à-face homme-monde. Il oppose, c'est une formulation un peu, disons, qui lui est propre, le petit face-à-face homme-homme, être humain, et le grand face-à-face homme-monde. Donc c'est la thématisation du grand face-à-face homme-monde, il y a la prise en compte de la dimension référentielle. Bon, toutes ces questions, évidemment, méritent d'être approfondies, et ouvrent, si vous voulez, des perspectives de recherche importantes dans la filiation guillaumienne. Alors, maintenant, voyons un peu quelles sont les traces qu'on a pour se permettre d'affirmer que Guillaume est saussurien, se présente comme saussurien. Bon, premier exemple, dans ce texte qui est l'avant-propos du problème de l'article et de sa solution dans la langue française, vous voyez qu'il indique que le présent ouvrage est un essai d'application de la méthode comparative à la partie formelle des langues. Nous renvoyons pour la connaissance même de cette méthode aux ouvrages spéciaux, et donc il y a une note indiquant que les deux livres qu'on consultera le plus utilement sont Meillet et Saussure, le cours de linguistique générale. Donc Guillaume renvoie dans son premier livre à Saussure comme étant une référence avec Meillet, une référence essentielle. Bon. En revanche, si on essaie d'approfondir un petit peu la relation de Guillaume avec la grammaire comparée, on constate que ce qu'il propose, certes, c'est une grammaire comparée ou comparative, mais vous le voyez, une grammaire comparative d'un autre ordre.
on peut lire ce passage si vous voulez. Il n'est plus question de reconstruire l'original commun de langues différenciées, ce que faisait la grammaire comparée au sens habituel du terme, mais de discerner en vertu de quelle nécessité commune les systèmes que forment ces langues se sont créés et ont subsisté. Donc là, ce sera le système, là en l'occurrence, de l'article. Le principe de la méthode reste le même, mais il faut tenir compte de changements imposés par la différente nature de l'objet. Au lieu de correspondance entre phonèmes, il s'agit de correspondance entre systèmes. Vous voyez, hein, la notion centrale de système. Plus exactement, entre les communes tendances de différents systèmes. D'accord ? Un système est le résultat d'une intention. Alors là, je pense que Guillaume ne le cite pas, mais à mon avis, c'est Bréal qui est dans la ligne de mire ici, enfin qui est l'inspiration, cette idée qu'il y a de la volonté, de l'intention, mais pas au sens conscient du terme, hein, une sorte d'intention plus ou moins obscure, non consciente, hein, qui va orienter les systèmes. C'est-à-dire que ce ne sont pas des choses purement mécaniques, les systèmes sont le résultat de l'activité cognitive des sujets parlants, mais un résultat qui n'est pas un résultat seulement individuel, hein, puisque les langues évoluent en tenant compte de facteurs évidemment collectifs. Donc, un déplacement dans la grammaire comparée ou comparative qui va du côté des systèmes, hein, alors que la grammaire comparée ne s'intéressait pas spécialement aux systèmes. Et là, vous voyez qu'il définit la psychosystématique comme une étude des systèmes. C'est toujours alors cette fois-ci c'est dans l'avant-propos, de l'architectonique du temps dans les langues classiques, donc un livre de 1945. Il est de tradition en linguistique de se représenter la langue comme un ouvrage construit avec des unités de deux espèces. Les sémantèmes, et les morphèmes. Donc les sémantèmes, hein, les unités de signification, et les morphèmes. C'est là prendre une vue incomplète de la réalité des choses. Les unités dont se recompose un idiome, quel qu'il soit, ne sont pas de 2, mais de 4 espèces réparties entre 2 visées orientées au rebours. Alors et là, vous allez voir, on retrouve cette notion de généralisation et de particularisation qui est qui est très clairement la signature, hein, de la perspective guillaumienne. L'une particularisatrice prend origine à l'universel pour aboutir au singulier. Elle est représentée en cours de développement par des sémantèmes et à sa limite des noms propres qui, dépourvus de contenu sémantique, sont des asémantèmes. L'autre, généralisatrice, prend origine au singulier pour aboutir à l'universel. Elle est représentée en cours de développement et surtout aux approches de son terme par des morphèmes et à sa limite par des systèmes. Bon, on va voir un petit schéma qui explique d'une manière claire ces notions, qui là sont présentées d'une manière peut-être un peu dense, mais la raison pour laquelle je vous ai donné cette citation, c'est parce qu'elle introduit à la notion de système, mais voyez, comme toujours dans la perspective guillaumienne, les systèmes sont vus comme étant eux-mêmes le résultat d'un processus. Hein. Alors, voici comment les choses sont schématisées dans cet ouvrage pour Guillaume. Vous voyez, vous avez le plan de l'universel, en haut, ici, le plan du singulier, en bas, et donc un premier mouvement qui va de l'universel au singulier, qui est donc la définition des sémantèmes, donc on va du sémantème à la sémantème, donc du nom commun au nom propre, hein, par un mouvement de l'universel au singulier. Bon, on comprend bien, hein, un nom commun, il a une extension évidemment plus ou moins large, et si on réduit l'extension du nom commun, on arrive à la singularité que représente le nom propre. Hein. Un nom propre, c'est une singularité. Si je dis Gustave Guillaume, c'est une personne singulière, mais si je dis un linguiste, ou si je prends le mot linguiste, c'est le linguiste en général. Donc là, on est du côté du sémantème. Hein. Bon, du côté des systèmes, on a le mouvement inverse. On part du singulier pour aller à l'universel. Et donc, le point inférieur n'est pas qualifié, mais ce serait a priori les morphèmes, plus proche et qui arrivent à la fin au système. Hein. On part des morphèmes pour arriver du côté de l'universel au système. Alors, ce schéma rappelle
un autre schéma qui est celui de l'idéogénèse et de la morphogénèse, hein, au fond. Mais avant de vous le rappeler pour comparer, notez bien que ici, le système est vu comme le résultat d'un processus, hein, de processus qui est ce qu'il appelle ici le champ de définition des morphèmes, c'est-à-dire de la même manière qu'on a le champ de définition des sémantèmes de l'autre côté, c'est-à-dire le processus de constitution, hein, des morphèmes. Alors, je vous rappelle donc le système du mot, hein, chez Guillaume, où on a un universel 1 du pensable et le particulier, et avec ce mouvement de particularisation qui caractérise l'idéogénèse. Alors, c'est un peu différent parce que ici, le particulier, c'est un concept particulier. Mais on a bien ce double mouvement d'une genèse de signification avec l'idéogénèse et d'une genèse plutôt morphologique qui rappelle donc la constitution, donc le champ de constitution, le champ de définition des morphèmes ici, hein, avec donc la morphogénèse. D'accord ? Donc au fond, ce système du mot tel qu'il s'est stabilisé peu à peu dans la pensée de Guillaume, c'est un héritage avec des différences, hein, de ce schéma dans lequel les systèmes sont définis. Alors, donc, la psychosystématique est caractérisée dans cette nouvelle citation comme, en linguistique, la partie réservée à l'étude des systèmes. Donc, vous voyez, on peut lire cette citation, avec l'étude de cet acte psychique d'intégration et de celui lié de la définition des systèmes intégrants, hein, des systèmes intégrants, c'est-à-dire qui contiennent d'autres systèmes qu'on va appeler intégrés. La linguistique s'engage dans des recherches d'un ordre très particulier, qui sont manifestement un au-delà de celles couramment pratiquées en morphologie. Et elle devrait en conséquence, à partir du moment où elle prend cette direction, porter un nom partiel, exclusivement réservé aux compléments, très important dont elle s'enrichit ainsi. Le terme de psychosystématique est, entre plusieurs qui s'offrent, celui qui paraît le mieux convenir. La psychosystématique serait, dans la linguistique, la partie réservée à l'étude des systèmes. Le présent ouvrage appartient tout entier à cette division nouvelle de la science du langage. C'est donc uniquement de ce système et des opérations de pensée qu'implique sa définition qu'il est parlé dans cette étude. D'accord ? Donc, on voit très clairement que cette notion de système, chez Guillaume, elle est vraiment posée comme essentielle. Il présente son ouvrage là, sur l'architectonique du temps comme étant simplement une étude des systèmes et de rien d'autre. Et même, bon, à ce moment-là, mais c'est une idée qui ne va pas maintenir cette idée de définir une sous-partie de la linguistique ou de la psychomécanique qui serait la psychosystématique, qui s'intéresserait qu'au système, ne s'est pas stabilisé. Le terme de psychomécanique est resté, disons, plutôt que celui de psychosystématique, hein, il me semble. Bon, évidemment, la notion de psychomécanique, on l'entend aujourd'hui, enfin, je sais pas, le terme de mécanique évoque quelque chose d'un peu rudimentaire, hein, je pense, enfin, pour des esprits contemporains, psychomécanique. Donc, c'est pour cette raison que certains pourraient préférer psychosystématique. Mais enfin, bon, si on ne veut pas trop motiver, justement, le terme, on peut très bien se contenter de psychomécanique. C'est quand même sous cette dénomination-là, psychomécanique de langage, que cette école linguistique s'est stabilisée. Hein. Alors, un autre article qui est passionnant, mais que je ne vais pas pouvoir commenter en détail ici, vous voyez, on avance dans le temps, on est en 52 cette fois-ci. Hein. Donc c'est un article intitulé « La langue est-elle ou n'est-elle pas un système ?» Bon, la réponse c'est oui, hein, bien sûr, elle est un système, mais si on le dit, il faut en tirer toutes les conséquences. Hein. C'est ça l'idée de Guillaume. C'est que si je considère que la langue est un système, il faut vraiment que je m'attache à l'étude et à l'analyse détaillée des systèmes, que je définisse ce qu'est un système, etc., comme il l'a fait antérieurement. Alors, voyons ce passage. La question que ce titre énonce, donc ça c'est un extrait de l'article, je pense au tout début de l'article. La question que ce titre énonce, importante, incomparablement par les conséquences de toutes sortes attachées à sa solution, ne fut-elle qu'entrevue,
a suscité des controverses non closes, dont le dernier congrès de linguistique tenu en 1949 à Paris a été l'écho et qu'on retrouve latente à l'arrière-plan de tous les travaux linguistiques non dépourvus tout à fait de portrait doctrinal. Bon, là, si on voulait faire les choses en détail, il faudrait aller voir exactement ce que c'était que ce congrès de 1949, etc. Mais on n'a pas le temps de le faire. Conduite jusqu'à présent, sans beaucoup de méthode, et restée en partie pour cette raison non conclusive, la discussion très large, mal délimitée, engagée autour de ce problème majeur de la linguistique, n'en a pas moins, dans l'ensemble, laissé l'impression qu'il pourrait être aussi intéressant qu'utile de reprendre et traiter le sujet dans le cadre rigoureux, la vraie rigueur est toujours féconde, d'un examen des conditions les plus générales pour être ce qu'elle est devenue et devient dans l'esprit humain. La langue a dû et doit, à la continue, satisfaire. Un examen des conditions les plus générales auxquelles la langue a dû satisfaire et doit toujours satisfaire. À la continue, c'est une expression un peu vieillotte, aujourd'hui évidemment, pour dire continuellement. D'accord ? Donc, la notion de système, elle va répondre à ce type de problématique, les conditions générales auxquelles la langue doit satisfaire. Ces conditions, on va les décrire sous la forme du système. Alors, je n'ai pas donné ici le schéma, mais il y a un schéma assez connu de Guillaume, bon, qui est tellement élémentaire qu'il ne mérite pas forcément d'être reproduit ici, dans laquelle c'est un schéma extrait de cet article, dans laquelle il montre que la langue est un système de systèmes. Donc il a des cercles concentriques, comme ça, et le grand cercle, le plus grand qui inclut tous les autres, c'est la langue, et à l'intérieur, vous avez des sous-systèmes. Alors, le système du mot, le système des parties du discours, et puis ça va le plus petit au centre, ça va être le système de l'article. Vous avez toutes sortes de systèmes qui sont inclus les uns dans les autres. Bon. Alors, un dernier point pour caractériser donc le lien de Guillaume avec Saussure. Vous voyez dans cette citation, un large courant d'approbation a accueilli cette idée dans le cours de linguistique générale que la langue est un système et doit être étudiée en elle-même comme telle. Et puis, à la fin de la citation, on ne va pas toute la lire, lecteur dès son apparition du cours de linguistique générale de Saussure, il nous a semblé dès ce moment, et toujours depuis, que la tâche de la preuve et de l'explicitation complète en la matière était un legs du maître à ses disciples. Donc vous voyez que là, Guillaume se présente comme un disciple de Saussure, au sens où il doit poursuivre cette étude de la langue comme un système, mais, comme on l'a vu précédemment, c'est un disciple qui fait les choses, certainement, mais en déplaçant un certain nombre de concepts et en transformant, disons, en s'éloignant quand même assez largement, disons, d'un certain de l'essentiel, finalement, de l'épistémologie saussurienne. Alors, justement, comment se présente, là je vais répondre à la question de manière très rapide, là, évidemment le point mériterait beaucoup plus d'approfondissement, mais comment se présente grosso modo la question du système de la langue chez Saussure? Eh bien, Guillaume renvoie également à Meillet, mais là en l'occurrence on s'intéresse aux relations entre Guillaume et Saussure. Il y a cette citation dans le cours de linguistique générale, la langue est un système qui ne connaît que son ordre propre, donc il y a bien cette idée qu'il y a une systématique. Toute la question, vous allez le voir, ça va être de savoir qu'est-ce qu'on entend exactement par système. Bon. Deuxième citation du même genre, une langue constitue un système. Si, comme nous le verrons, c'est le côté par lequel elle n'est pas complètement arbitraire, et où il règne une raison relative, c'est aussi le point où apparaît l'incompétence de la masse à le transformer, car ce système est un mécanisme complexe, on ne peut le saisir que par la réflexion. Ceux-là même qui en font un usage journalier l'ignorent profondément. Donc ça, c'est l'idée que c'est le linguiste qui va reconstituer le système. Mais ceux qui parlent, les locuteurs d'une langue, ils n'ont pas conscience du système. C'est un mécanisme complexe,
hein, on ne peut le saisir que par la réflexion. Ceux qui en font un usage journalier l'ignorent profondément, donc on n'a pas besoin d'avoir une connaissance du système pour parler la langue, d'accord ? Du coup, le fait qu'il y ait des aspects systématiques dans la langue qui échappent à la conscience des sujets parlants fait que ça donne une certaine stabilité à la langue. Parce qu'on ne peut pas modifier quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc ça va peut-être se modifier, mais indépendamment, quand je dis ça va se modifier, je veux dire le système va pouvoir se modifier éventuellement, mais pas à partir d'une conscience claire de ce système qu'auraient les sujets parlants, hein, puisque les sujets parlants, ils n'ont pas cette conscience. Et ensuite, si vous voulez, bon, ça c'est l'aspect systématique avec, vous voyez, ce contraste avec l'arbitraire. Hein. Disons que dans la deuxième citation qui est donnée ici, on voit, on devine, je ne vais pas insister trop sur la question de l'arbitraire, mais on va y revenir quand même dans un instant, on a quand même cette idée que le système est un aspect de la langue qui n'est pas arbitraire. D'accord ? Une langue constitue un système si, comme nous le verrons, c'est le côté par lequel elle n'est pas complètement arbitraire. Elle n'est pas complètement arbitraire, ça présuppose bien que la langue est à peu près arbitraire, mais pas complètement. D'accord ? Il y a quand même bien un présupposé qui est bien connu, hein, qui est le principe de l'arbitraire chez Saussure, mais qui est ici limité, hein, par le côté systématique de la langue. C'est ce que confirme la dernière citation. Tout ce qui a trait à la langue en tant que système demande, c'est notre conviction, à être abordé de ce point de vue qui ne retient guère l'attention du linguiste, la limitation de l'arbitraire. Donc en fait, le système, c'est ce qui va limiter l'arbitraire. Hein. Donc là, on est bien dans une conception du système au sens d'une systématicité, d'une régularité. Hein. Tout le système de la langue repose sur le principe irrationnel de l'arbitraire du signe. Donc vous voyez, tout le système de la langue repose sur le principe irrationnel de l'arbitraire du signe. On a bien cette confirmation que, en effet, l'arbitraire, hein, comme on le sait chez Saussure, est un principe fondamental de la linguistique générale, qui applique. Mais le problème du principe de l'arbitraire, c'est que, appliqué sans restriction, il aboutirait à la complication suprême. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a aucune régularité dans les langues, eh bien, par exemple, il faudra, on va parler tout à l'heure des radicaux du verbe aller, ça complique un peu la conjugaison, mais imaginez que chaque temps, chaque personne de tous les verbes, ça change à chaque fois le radical du verbe. Ce serait impossible de mémoriser. Hein. Un autre exemple que je donne souvent, c'est celui du système de la numération dans les langues. Dans les systèmes de numération, vous avez en général une vingtaine de signes arbitraires, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, etc. Mais vous avez un très grand nombre de signes qui sont motivés, relativement motivés. Dès que je vous dis 18, 27, 84, c'est 80 plus 4, donc vous avez besoin de savoir le sens de 80, de 4, mais avec une vingtaine de mots arbitraires, vous fabriquez un nombre de noms de nombres infini. Hein. Bon. Imaginez que le système soit totalement arbitraire, qu'il n'y ait pas du tout cette régularité, il faudrait un mot différent pour chaque nombre. Il faudrait un mot spécial pour 21, un mot spécial pour 22, un mot spécial pour 23. On n'en sortirait pas. Aucune langue ne fonctionne comme ça. Hein. Les systèmes de la numération sont quand même parmi les plus organisés qu'on connaisse, hein, dans les langues. Bon, vous avez aussi la conjugaison. Enfin, les systèmes plutôt grammaticaux sont assez réguliers. Les systèmes lexicaux le sont beaucoup moins. Hein. Bon, bref. On a donc cet aspect systématique qui est présenté chez Saussure comme une limitation de l'arbitraire. Alors, vous allez me dire, mais si on y réfléchit bien, il y a deux perspectives. D'accord, il y a de l'arbitraire et du systématique. Hein. Mais, au fond, là, Saussure présente le systématique comme une limitation de l'arbitraire. Mais on pourrait très bien faire l'inverse. C'est-à-dire définir l'arbitraire comme une limitation du systématique.
Hein, bon, au fond, je veux dire, pour décrire ce qui se passe dans les langues, ça reviendrait un peu au même, d'accord? Mais ce sont au fond deux perspectives complètement différentes. On le voit bien quand on compare ces deux citations. La première est donc de Saussure et la seconde de Guillaume. Vous voyez, citation de Saussure, si le mécanisme de la langue était entièrement rationnel, donc si c'était vraiment la systématicité qui l'emportait, d'accord? La systématicité, elle est du côté du rationnel, l'arbitraire du côté de l'irrationnel. Hein. Pourquoi l'arbitraire irrationnel? Parce que arbitraire, ça veut dire qu'il n'y a aucune raison de mettre tel signifiant avec tel signifié. Bon, donc c'est totalement irrationnel. Il n'y a pas de raison. Hein. Si le mécanisme de la langue était entièrement rationnel, on pourrait l'étudier en lui-même, le mécanisme de la langue. Mais comme il n'est qu'une correction partielle d'un système naturellement chaotique, donc, la langue, pour Saussure, c'est un système chaotique, irrationnel. On adopte le point de vue imposé par la nature même de la langue en étudiant ce mécanisme comme une limitation de l'arbitraire. Donc vous voyez comment Saussure, là, justifie, je disais tout à l'heure, on pourrait prendre les choses dans les deux sens. On pourrait dire que la systématicité limite l'arbitraire ou que l'arbitraire limite la systématicité. Là, Saussure se justifie avec une très grande clarté sur l'idée que c'est bien l'arbitraire qui est fondamental et que le systématique corrige un peu l'arbitraire. Hein. Alors que chez Guillaume, c'est exactement l'inverse. Vous voyez la citation, certains erronément jugeront que ces opérations, si mécaniquement cohérentes et symétriques soient-elles, sont trop compliquées pour avoir été à être la réalité linguistique, donc ces opérations, c'est toute la systématicité, hein, pour Guillaume. À la racine de ce jugement erroné, il y a l'idée en soi étrange que dans l'univers regardé par l'homme pensant, hors lui, donc l'univers extralinguistique si vous voulez, hein, l'univers regardé par l'homme pensant, hors lui, l'univers où il habite et duquel il fait partie, s'accuserait à un ordre inhérent, d'une nature singulière, que découvre lentement, apte à le comprendre, l'intelligence humaine. Donc un monde extérieur qui a un certain ordre, hein, qui a des lois, etc., et que l'intelligence humaine découvre peu à peu. Cependant que dans l'univers regardant, la langue, donc l'univers regardant, la langue est définie, vous voyez, là, comme un univers regardant, c'est-à-dire la langue est une sorte de caractérisation, de description du monde. Hein. Chaque langue donne du monde une certaine image, si on peut le dire comme ça. Dans l'univers regardant, la langue qui habite dans l'homme pensant s'accuserait un désordre inhérent. D'accord ? Donc là, il présente l'idée que la langue serait un désordre, etc., comme une idée fausse. Hein. Un confrère ne me disait-il pas récemment, la langue n'est au fond qu'un tissu de calembour et de coq à l'âne. Combien plus raisonnable serait d'admettre que dans le mentalisme de la langue, suspendu à un physisme qui n'est point lui. Alors bon, à un physique, en fait c'est une coquille, là c'est un physisme qui n'est point lui. Règne un ordre inhérent, d'une nature singulière lui aussi, que n'a pas su jusqu'à présent reconnaître la science du langage, mais qu'il n'est pas au-dessus de ses forces de déceler. Donc là, l'idée de Guillaume, c'est de dire qu'il y a un ordre, il y a une systématicité dans le mentalisme de la langue en tant que système issu d'une activité mentale, d'une activité cognitive. Hein. Il y a des régularités, il y a une systématicité, et l'idée que la langue serait un désordre incohérent est clairement rejetée. D'accord ? Donc on est vraiment dans une position symétriquement opposée à celle de Saussure. Alors, quelques éléments de conclusion. Donc le système, sur ce premier point, hein, le système en psychomécanique, c'est vraiment là où la psychomécanique du langage, disons, à la fois se relie à la linguistique saussurienne du cours de linguistique générale et se déplace. Hein. À la fois, donc, avec la notion de système, Guillaume se présente dans la filiation saussurienne, mais vous voyez, avec cette comparaison des deux citations que je viens de faire, on a une différence très importante entre les deux perspectives, la perspective guillaumienne et la perspective saussurienne. On passe en effet, ce déplacement, il consiste à passer d'une conception irrationaliste des langues
Hein, une naissance chaotique des langues pour Saussure. Pourquoi chaotique? Parce que c'est pas prévisible. Hein, en fait, mais dans ce sens-là, si vous voulez, on peut qu'être saussurien. C'est très difficile d'imaginer à quoi ressemblera la langue française dans, je sais pas, dans 300 ans. Hein, supposer qu'elle existe encore. Bon, donc, il y a bien quelque chose de très difficile à maîtriser dans l'histoire des langues, hein, d'impossible à maîtriser d'une certaine façon. Mais malgré tout, il y a un plan de systématicité, une conception rationaliste et mentaliste donc chez Guillaume. Et donc, c'est le système, c'est la notion de système hein, qui va aussi permettre donc le développement de cette notion de motivation. Puisqu'à partir du moment, si vous voulez, si vous commencez à dire que les langues, il y a une rationalité dans les langues. Donc, bien sûr qu'on peut d'abord comprendre cette rationalité comme une régularité au sens où, eh bien, je ne sais pas, les verbes du premier groupe en français, comme chanter, danser, marcher, se conjuguent tous de la même façon. Là, il y a une régularité. D'accord ? Bon, il y a quelques petites exceptions avec des changements parfois des petites variations du radical, par exemple appeler, etc. Enfin bref, il y a toutes sortes de petites complications dans la conjugaison qui sont assez marginales finalement, mais il y a une grande régularité. D'accord ? Donc c'est comme ça qu'on peut comprendre, donc, d'abord, dans un premier sens, cette rationalité. Mais pourquoi, en fait, les guillaumiens vont pas arrêter là leur façon de comprendre la rationalité, la motivation. Ils vont la comprendre jusqu'au lien entre signifiant et signifié, et donc s'attaquer au principe de l'arbitraire. Alors on va le voir à partir donc de ce fameux article consacré à la conjugaison du verbe aller. Donc prenons tout d'abord le point de vue classique, l'hypothèse traditionnelle du polymorphisme, c'est-à-dire l'idée qu'on a trois signifiants pour un seul signifié. On a donc un signifié qui est l'idée d'aller, et puis trois signifiants, le radical al, le radical v, le radical i. Le radical al qui fonctionne avec les modes quasi-nominaux, hein, infinitif, participe, aller, allant. Le mode subjonctif aussi avec le radical al, hein, al un peu transformé, il faut que j'aille, il fallait que j'allasse pour le subjonctif imparfait. Personne 4 et 5 de l'indicatif présent, nous allons, vous allez. Personne 4 et 5 de l'impératif, allons, aller. Imparfait, passé simple, j'allais, tu allais, j'allais, tu allas, etc. Bon, voilà. Donc, toutes ces formes du verbe aller utilisent le radical al. Le radical v s'utilise au présent de l'indicatif. Je vais, tu vas, il va. Ils vont. Donc, il s'utilise au présent, sauf aux personnes 4 et 5, puisque aux personnes 4 et 5, on a nous allons, vous allez. Et puis le radical i s'emploie au futur au conditionnel. Hein, j'irai, tu iras, j'irai, tu irais. Bien, donc, quand on constate cela, on peut en rester à une irrationalité. À dire, bon, ben voilà, c'est comme ça, on a l'histoire de la langue hein, a produit des formes très irrégulières. Hein. On a une conjugaison, on a un verbe irrégulier, comme on dit parfois. Et c'est simplement un hasard de l'évolution des langues. Hein. Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison que ce soit V qui soit utilisé pour le présent, plutôt qu'on aurait pu avoir IR pour le présent, V pour le futur. Pourquoi pas hein. Donc, si on en reste au simple polymorphisme, c'est-à-dire, donc encore une fois, à l'idée qu'on a trois formes de signifiants différents, V, al, IR, pour un seul et même signifié, l'idée d'aller, sans que autre chose que le hasard de l'histoire de la langue explique le fait qu'on en soit là, eh bien, on n'est pas guilleumien, on est voilà, saussurien ou n'importe quoi d'autre, mais en tout cas, le guilleumien, lui, il va se dire, bon,
Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une raison? Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre le présent et le V? Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre le I et le futur, etc. Vous voyez? C'est un genre de question, c'est ça quand même l'apport, quand même un apport fondamental du guillaumisme, c'est de se poser des questions qu'on ne se posait pas, que ça n'avait aucun sens de poser cette question jusqu'à Guillaume. Hein. Bon, et toujours aujourd'hui, vous trouverez beaucoup de linguistes qui vont vous dire que ça n'a aucun sens de poser ce genre de questions. Alors, on va voir un peu comment Guillaume répond donc dans cet article célèbre chez les guillaumiens de la répartition des 3 radicaux du verbe aller entre les formes de la conjugaison française, qui est apparu dans le Français moderne en juillet 41. Le Français moderne, c'est la plus ancienne revue de linguistique française qui existe toujours aujourd'hui, qui est une grande revue de linguistique, et qu'on retrouve dans Langage et sciences du langage. Je vous l'ai dit, Langage et sciences du langage, c'est un recueil, c'est le recueil de tous les articles publiés par Gustave Guillaume. Alors, cette étude, elle est fondée sur un certain nombre de... Alors, c'est pas très facile, je vais essayer de vous l'expliquer en détail, mais c'est pas très facile parce que ça suppose quand même une bonne connaissance du système guillaumien. Donc, il faut connaître d'abord la théorie du système verbal chez Guillaume, avec les systèmes de chronogénèse, etc. Donc ça, je vais essayer de vous l'expliquer rapidement. Il y a une théorie sur la personne, la notion de personne, et puis bon, il y a aussi un certain nombre de données qui viennent de l'étymologie. Alors, expliquons un petit peu, d'abord, l'appareil conceptuel dont on a besoin du côté du temps et des modes. Pour Guillaume, donc, les modes sont des étapes dans la formation de la représentation du temps. Ça, c'est quelque chose de très stable, là aussi, cette idée de chronogénèse. Alors, je ne me souviens plus si un des conférenciers en a parlé, mais bon, c'est dans Temps et Verbe, dans ce livre Temps et Verbe de 1945 que Guillaume découvre cette idée. Il travaille donc sur le verbe. Le verbe, traditionnellement, c'est un type de mot qui exprime le temps, qui exprime l'idée de temps, le passé, le présent, le futur. Et en fait, ce que va découvrir Guillaume, enfin l'hypothèse qu'il va former dans cette réflexion sur le verbe, c'est que, au fond, il y a bien une représentation du temps, mais que cette représentation du temps, c'est un processus, d'accord ? Donc, ça, on l'a déjà dit, dans la perspective guillaumienne, on va plutôt s'intéresser au processus de substantivation qu'au substantif, au processus d'adjectivation qu'à l'adjectif, etc. Donc là, pour le temps, la représentation du temps, on va réfléchir à la représentation du temps comme un processus mental de représentation du temps. Or, cette représentation du temps, elle-même, elle prend du temps. Parce qu'un processus mental, ça prend du temps. Même si c'est un temps impossible à mesurer, et bon, là, c'est un pari, un pari théorique, comme l'avait dit d'ailleurs Olivier Soutet. On n'a pas de preuves. Bon, peut-être qu'on n'en aura jamais, peut-être qu'on en aura, je ne sais pas, mais en tout cas, on n'a pas de preuve. C'est une hypothèse théorique, qu'il faut du temps pour ces représentations mentales. Et chez Guillaume, donc, la représentation du temps est en 3 étapes. Cette représentation du temps, elle aboutit à la fin à l'indicatif. Donc, l'idée assez géniale, quand même, dans tout cela, c'est que cette représentation, disons, commune du temps, passé, présent, futur, parce que quand vous demandez à des gens, je ne sais pas moi, demandez à des gens, dire, si vous essayez on peut faire une hypothèse que ce qu'est le temps pour la plupart des gens, c'est cette distinction passé, présent, futur. Le passé est avant, le futur est devant nous, le présent c'est en ce moment. Voilà, en gros, c'est ça qu'on aurait comme théorisation spontanée du temps. Mais l'idée géniale de Guillaume, c'est de dire que cette représentation, c'est déjà une représentation très élaborée, cette distinction de 3 époques, passé, présent, futur. C'est très élaboré. Et c'est le résultat d'un processus qui commence par une représentation du temps beaucoup moins élaborée qu'on a à l'infinitif au participe. Où, au fond, la représentation du temps à l'infinitif ou au participe, elle est totalement amorphe. Il n'y a pas de distinction passé, présent, futur. Quand vous lisez sur une porte frapper avant d'entrer, c'est valable
hier, c'était valable hier, c'est valable aujourd'hui, ce sera valable plus tard. Il n'y a pas de passé, de présent, de futur à l'infinitif, au participe, d'accord? C'est la même chose à peu près au subjonctif. Le subjonctif, bon, je sais pas, je regrette qu'il vienne, je souhaite qu'il vienne, ce sont je souhaite qu'il vienne, c'est un souhait, peut-être que ça se réalisera, mais ça n'est pas inscrit dans le futur, ça n'est pas la même chose que il viendra. Hein. Bon, donc, on a chez Guillaume 3 stades, hein, qui sont donc nommés chronothèses, dans ce mouvement de construction de la représentation du temps qui est appelée la chronogénèse, qui est nommée la chronogénèse. 3 étapes. La première étape, qui est donc l'étape du début, où la représentation du temps est très peu élaborée. Deuxième étape, le mode subjonctif, où elle est un peu plus élaborée, avec quand même une orientation, où tout ça est assez discuté parmi les guillaumiens, mais bon, je vous présente juste la théorie du système verbo-temporel dans la perspective, disons, initiale chez Guillaume. Et puis la troisième chronothèse, qui est celle du mode indicatif. Alors, voici un exemple de présentation de ce modèle dans une leçon donc du 3 mars 39, la chronogénèse, spatialisation interne du temps. Donc, vous voyez, spatialisation du temps. Il y a aussi cette idée que on ne peut pas, on est obligé de recourir à l'espace pour se représenter le temps. On se représente le temps comme une ligne. Hein. Bon, la chronogénèse, spatialisation interne du temps, crée le verbe. Sans chronogénèse explicitement discriminée, pas de verbe. Une remarque importante est que le verbe devient d'autant plus verbe que la chronogénèse avance davantage vers son terme, le mode indicatif. Le verbe est verbe au minimum dans le mode le plus éloigné du mode indicatif, le mode quasi-nominal. Quand la chronogénèse est parvenue à son terme final, sur l'axe qui lui est propre, l'axe chronogénétique, l'image temps obtenue est celle du temps in esse, dont le propre est d'insérer en lui la coupure du présent et de développer ainsi d'un côté le présent, le passé, et de l'autre le futur. D'un côté du présent, le passé, et de l'autre côté, le futur. Pardon. Donc le présent, ici, vous voyez, est présenté comme un point de séparation entre le passé et le futur. En réalité, chez Guillaume, plus précisément, c'est un point de conversion. Hein. Le présent, si vous y réfléchissez bien, c'est le moment où le futur se convertit en passé, en fait. C'est un point d'inversion, un point de conversion. Vous voyez, une seconde devant vous, c'est du futur. Mais le temps passe, et ce futur, 2 secondes après, il est devenu du passé. D'accord ? Et le moment où le futur devient du passé, c'est ce qu'on appelle le présent. Hein, ça, c'est une théorisation originale hein, de la relation passé-présent-futur. Bon, alors, vous voyez, cette représentation du temps, où on a le passé, le futur, séparés par le présent, c'est un aboutissement. Là, à ce stade, le verbe est vraiment pleinement verbe. Hein. Vous voyez, c'est intéressant cette idée. Le verbe devient d'autant plus verbe que la chronogénèse avance davantage vers son terme. Là aussi, il me semble qu'Olivier Soutet en avait un peu parlé, c'est-à-dire cette idée que le morphème, quel qu'il soit, plus il est avancé dans le temps opératif, plus sa constitution est riche d'une certaine façon, est avancée, plus il est représentatif de sa catégorie. Hein. Il y a des verbes qui sont plus verbes que d'autres. L'infinitif est moins verbe qu'un verbe à l'indicatif. Pourquoi ? C'est tout bête, hein. Je veux dire, il y a aussi des façons très simples de l'expliquer, c'est qu'un infinitif, vous pouvez l'utiliser comme un nom. Un participe passé, un participe, vous pouvez l'utiliser comme un adjectif. Hein. Donc, ils sont à cheval ils sont moins verbes puisqu'ils peuvent être aussi nom ou autre chose. Et ils ne représentent pas le temps au sens du temps des époques. Hein. Oui. Mais ça c'est surtout valable en français puisqu'il y a plusieurs langues où il y a des infinitifs. Je pense au grec ancien, mais oui. Il y a des infinitifs présents. Oui, mais alors attention, c'est pas parce que on nomme, par exemple en français, il y a du subjonctif présent, passé, mais qui n'ont rien à voir avec le présent et le passé. Hein, en fait, les étiquettes avec lesquelles on nomme les temps ou les modes
ne signifie pas pour autant, parce que le subjonctif passé c'est souvent un subjonctif composé, etc. L'infinitif passé c'est souvent composé. Donc il y a des variations entre les langues, on est d'accord, hein, d'une manière générale. Mais pour prendre l'exemple du français, si je prends le subjonctif, imparfait du subjonctif, présent du subjonctif, les termes imparfaits et présents sont complètement vidés de leur substance. C'est pas du tout du présent le subjonctif. Vous voyez quoi, encore une fois, un souhait, c'est pas le présent. Hein. Donc on utilise des étiquettes plus ou moins arbitraires, là en l'occurrence, pour nommer les temps, mais ça n'est pas pour autant que le présent du subjonctif est du présent ou que l'imparfait du subjonctif c'est du passé. Pas du tout. Donc ça répond partiellement à votre question. Il n'empêche qu'il se peut que dans d'autres langues, enfin bien sûr que dans d'autres langues, les chronogénèses sont différentes. D'ailleurs, Guillaume lui-même l'a montré sur le latin, sur le grec, etc. Là, je prends simplement l'exemple du présent, du français. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vous donne juste le minimum pour que vous compreniez l'article sur les radicaux du verbe aller. Donc, en gros, pour le présenter simplement, on a une chronogénèse qui correspond à la construction de la représentation du temps et 3 interruptions, vous voyez, 3 positions dans ce mouvement. La chronogénèse est peu développée au mode quasi nominal, un peu plus développée au mode subjonctif et complètement achevée au mode indicatif. Encore une fois, vous avez eu tout à fait raison d'insister, c'est valable pour le français. Mais il y aura toujours, quelle que soit la langue, il y aura une chronogénèse. Alors, donc on a une répartition de ces différents temps, vous voyez, participe présent, participe passé, infinitif pour la chronothèse 1. Au subjonctif, on a le subjonctif présent, subjonctif imparfait, les formes composées. Et puis à l'indicatif, le présent, le passé simple, l'imparfait, le futur. Donc vous voyez, vous remarquez aussi que plus on avance, plus le nombre de formes est grand. À l'indicatif, il y a beaucoup plus de formes que au subjonctif, et là où il y en a le moins, c'est au mode quasi nominal. Donc l'accroissement, si vous voulez, le développement de la chronogénèse va aussi avec le développement de la morphologie. Alors, le présent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais là c'est formulé d'une manière un peu plus technique, il est composé de 2 éléments, une parcelle de passé, une parcelle de futur. C'est en ce sens que, au fond, le présent, il n'a pas d'existence en soi. Il est ce point d'inversion du passé au futur. Donc, il est composé, pour Guillaume, donc d'une parcelle de passé qu'il appelle oméga, d'une parcelle de futur qu'il appelle alpha. Et ces deux parties du présent sont nommées des chronotypes. C'est comme ça qu'il va expliquer les différentes valeurs du présent. Là, ça, je ne vais pas avoir le temps de le développer ici, mais vous voyez, vous avez des présents qui sont construits uniquement sur la particule alpha de futur. Si vous dites « je pars dans un instant », c'est un présent qui a une valeur de futur. D'autres présents vont être un présent de répétition, par exemple. Je travaille chaque matin, etc., va être, lui, formé à la fois sur la particule alpha, sur la particule oméga, etc. Bon, donc on peut, avec ces 2 chronotypes, expliquer beaucoup de choses sur le présent de l'indicatif, des choses intéressantes. Bon, voilà pour les temps. Maintenant, les personnes. Vous avez un certain nombre, donc, de personnes qui sont donc les personnes 1, 2, 3 et 6, qu'on appelle les personnes simples. Oui, vous pouvez entrer, vous installer, je vous en prie. Les personnes 1, 2, 3 et 6 qui sont les personnes simples. Les personnes 4 et 5 sont à part. Alors, dans la grammaire traditionnelle, on parle souvent de première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel. Mais en fait, nous, c'est pas le pluriel de je. Je veux dire, quand vous dites nous, c'est pas plusieurs je. C'est moi et puis d'autres. Donc, c'est en ce sens-là qu'il n'y a de personne au pluriel que la troisième.
oui, c'est ça, que le il au pluriel, le il du pluriel, c'est vraiment plusieurs troisième personnes, d'accord? Mais le nous et le vous, c'est pas du tout le pluriel de je et vous, le pluriel de tu, d'accord? Donc c'est une autre sorte de personne. D'ailleurs, on le voit bien dans la morphologie. Le il, ou la personne 6, c'est il au pluriel, c'est le pluriel du il au singulier. Mais si on avait la même chose si on avait effectivement une première personne du pluriel, ce serait je avec un S. Une deuxième personne du pluriel, ce serait tu avec un S, comme on a la troisième personne. Mais ça n'est pas cela. Hein. Les personnes 4 et 5 sont composées de deux éléments. Ce sont des personnes doubles. Et ça, Guillaume va l'utiliser. Alors, comment il va l'utiliser? Là, les choses se compliquent un tout petit peu. La personne, donc je lis ce passage qui est une petite synthèse sur le sujet. La personne en tant que catégorie relève fondamentalement du temps vécu, qui est lié au présent, qui ne peut être conçu que présent, et non du temps pensé qui peut être passé, présent, futur. Alors, le rapport temps vécu, on le sent surtout avec le je, par exemple, la dimension, disons, déictique des personnes. Hein. Or, le présent étant composé de deux chronotypes, il faut déterminer le chronotype d'appui de chacune des personnes. D'une manière générale, les personnes simples peuvent se suffire de l'assiette d'un seul chronotype, tandis que deux chronotypes sont nécessaires aux personnes doubles. Donc vous voyez qu'en fait, il s'est servi de l'analyse du présent pour la transférer sur la personne. Il va considérer que la personne simple est fondée sur le chronotype alpha et les personnes doubles, nous et vous, sur les deux chronotypes alpha et oméga. Alors maintenant, voyons l'analyse. Comment il s'y prend pour montrer, pour justifier une répartition des radicaux du verbe aller. Alors d'abord, il traite des radicaux I et V, et ensuite, dans une deuxième étape, on verra pour le radical al. Alors l'argumentation pour les radicaux I et V l'argumentation est une argumentation fondée sur l'étymologie. Alors, les radicaux ces deux radicaux sont issus de deux verbes latins, ire et vadere. D'accord ? I est issu de ire et V de vadere. Et il y a une distinction entre ire et vadere qui est une distinction d'aspect. Ire est imperfectif et vadere perfectif. Alors, l'idée de Guillaume, ça va consister à dire que il y a une affinité naturelle entre l'imperfectif et le futur. Une affinité naturelle entre l'imperfectif et le futur. Parce que, comme dans le perfectif, il y a quelque chose comme une clôture, hein, il y a ce qu'on a un terminus ad quem dans l'aspect perfectif. Eh bien, cette idée d'un terminus ad quem, d'une action qui se termine, serait incompatible avec l'idée de futur, avec la notion de futur. Donc, il établit un lien conceptuel entre perfectif, disons plutôt entre imperfectif et futur, mais comme une espèce de déduction de l'incompatibilité du perfectif avec le futur. Comme le perfectif est incompatible avec le futur, c'est l'imperfectif qui a une affinité naturelle avec le futur. Bon. Donc, comme le radical I vient d'un verbe imperfectif, il aura une affinité naturelle avec le futur, alors que le radical V a une affinité avec le présent. Bon, alors ça, je vous présente l'argumentation comme elle est. Hein. On pourrait la contester, on pourrait discuter, mais enfin, il y a une tentative, en tout cas, d'explication ici fondée sur l'étymologie. Maintenant, comment justifier le radical al ? Guillaume indique clairement que l'étymologie n'est pas utilisable parce que on n'a pas d'éléments assez clair, il y a une incertitude sur l'étymologie qui fait que on ne peut pas se baser sur l'étymologie pour justifier la répartition du radical al. Mais ce que remarque Guillaume, c'est la chose suivante.
c'est que le radical al, en fait, est lié à l'expression du passé. Mais il entend la notion de passé dans un sens très étendu par rapport au sens habituel. Alors d'abord, là, le sens, disons, normal, du passé dans la catégorie du temps. Donc effectivement, le radical al convient avec le passé simple et l'imparfait qui sont des temps du passé. Bon, ça pose aucun problème. En revanche, ce qui commence à être plus compliqué, c'est qu'il considère que les chronothèses 1 et 2, comme elles sont antérieures à la chronothèse 3, elles représentent, d'une certaine façon, un passé dans la catégorie du mode. Elles sont avant la chronothèse 3, donc elles sont antérieures, donc elles sont du passé au niveau du mode. Et enfin, il va justifier le fait qu'on a le radical al avec nous allons, vous allez, donc avec les personnes doubles, en analysant cette personne double comme du passé. Donc le passé, ce qu'il appelle le passé obligé de la personne double, comment dire, oui, puisqu'on a deux chronotypes dans la personne double, on va recourir dans la personne double au chronotype oméga, par celle de passé du présent, et donc c'est ce qui fait que on perçoit une inadéquation du radical V avec ces personnes nous et vous. D'où les formes nous allons, vous allez, ou nous allions, vous alliez. Oui, nous allons, vous allez, pardon, pas nous allions, vous alliez. Là, il faudrait que je corrige la diapositive, puisque c'est ce qui est visé ici, c'est le présent et pas l'imparfait, puisque l'imparfait, ça ne pose pas de problème. Bien. Donc, au total, on a une explication qui repose sur cette répartition. Donc, vous avez le radical al qui est caractérisé comme ayant une affinité avec le passé de la personne, nous et vous, passé du mode, passé du temps. Et puis le radical v qui, avec un argument étymologique, comme pour le radical al, radical v affinité avec le présent, radical i affinité avec le futur. Alors, bien sûr, là aussi, toute cette argumentation sur le passé de la personne pourrait être discutée. Guillaume n'est pas tellement revenu après sur cette analyse des personnes. Dans toute son œuvre, à partir d'un certain temps, on a bien cette caractérisation de nous et vous comme des personnes doubles. Mais de là à dire qu'on a un passé de la personne, évidemment, là, il y a un fossé d'argumentation. Enfin, il y a toute une justification qu'il faudrait approfondir. Alors, mais enfin, on a quand même cette répartition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, quel que soit, en admettant que vous êtes d'accord avec cette analyse? Qu'est-ce que ça veut dire de faire cette analyse? Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça implique cette idée que, au fond, dans le radical V, je n'ai pas seulement le sens générique ou le sème générique de aller, mais le radical V emporte avec lui une idée de présent. Il a une affinité avec le présent, comme on l'a vu. Le radical ir a un lien avec le futur, et le radical al a un lien avec le passé. Par conséquent, on a une forme d'isomorphisme, puisqu'on a vraiment ce lien entre V qui est lié à aller et au présent, al est lié à aller et au passé, ir lié à aller au futur, alors que dans l'analyse traditionnelle, on a nos trois signifiants V, al et ir pour un seul signifié, aller, sans qu'il y ait la moindre distinction faite entre V, al et ir. Donc vous voyez que toute cette analyse consistant à dire je montre qu'il y a en effet pour telle ou telle personne un lien entre V et le présent, entre al et le passé, entre il et le futur, ça conduit à
passer d'une situation de polymorphisme à une situation d'isomorphisme. Hein. Ce qu'on peut formuler de la façon suivante, là je vais lire ce passage où j'ai résumé donc disons ce qu'on peut conclure de cet article de Guillaume. L'apport de Guillaume consiste à montrer que le champ de la motivation relative, c'est-à-dire le degré de systématicité ou d'analicité, est plus grand qu'il semble de prime abord. Dire que les radicaux du verbe aller ne sont pas distribués au hasard, mais selon un principe de répartition fondé sur une analyse temporelle, hein, passé, présent, futur, c'est montrer qu'une rationalité est à l'œuvre là où on ne percevait que de l'aléatoire. Ce gain de rationalité est un gain de motivation relative. L'arbitraire n'est donc pas nié au nom d'un principe de non-arbitrarité, mais limité par motivation relative dans un sens élargi par rapport au cours de linguistique générale. D'accord ? Donc on a une extension de la notion de motivation relative. Alors cette analyse est confirmée, mais ça Olivier Soutel avait rappelé, hein, confirmée par la diachronie, puisque en ancien français on avait ces deux paradigmes subjonctifs, un subjonctif en voise et un subjonctif en aille, et l'étude de Guillaume permet donc de montrer que le subjonctif en voise était dans une forme d'imperfection par rapport au subjonctif en al ou en aille, puisqu'il est formé sur un radical qui a une affinité avec le présent. Donc à un moment donné, il y a une sorte d'incompatibilité qui serait perçue entre ce radical V et le subjonctif, passé du mode donc, et donc on va recourir de préférence au radical al. Alors, passons maintenant au dernier point que je vais exploiter en utilisant un livre que j'avais consacré à ces questions, Le sens du signifiant. Donc on peut présenter les choses de la façon suivante. Bon, le schéma est... On ne va pas entrer forcément dans le détail, mais vous voyez, les deux extrémités à gauche et à droite sont hors langue. Hein, hors langue. C'est-à-dire, à gauche, vous avez le monde référentiel, le monde indépendamment des langues, hein, et à droite, les concepts, qui sont hors système, donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de systématique, il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas de partie du discours, etc. dans les concepts. Donc, c'est que, si vous voulez, la langue, on peut la présenter comme une sémiologie systématique, c'est-à-dire à la fois il y a une systématicité, et par ailleurs, il y a une sémiologie qu'on n'a pas dans les référents. Hein. Les objets ne sont pas des signes des objets, ce sont des objets. Bon. Bref, je passe sur ce point. Ce que je veux montrer avec ce schéma, c'est que, au fond, ce qu'on appelle l'arbitraire et la limitation de l'arbitraire, ça ne montre que la moitié de la motivation. La motivation relative, c'est ce qui est signifié ici par la zone 1. Limitation par motivation syntagmatique. Hein. Motivation syntagmatique, c'est-à-dire sur le plan du syntagme, comme on a Poirier, hein, qui relève de la motivation relative. Vous vous souvenez, ça fait partie des exemples de Saussure, Poirier, Pommier, etc., par opposition à Chêne, qui lui est arbitraire. C'est motivé parce que, du point de vue syntagmatique, je peux l'analyser en poire plus yé. Bon, cette zone-là, c'est là où on caractérise en général la limitation de l'arbitraire. Donc vous voyez que la flèche va de gauche à droite, depuis l'arbitraire le plus faible, donc la motivation maximale, jusqu'à droite, l'arbitraire le plus fort, degré maximal d'arbitraire. Donc on va vers des choses de plus en plus arbitraires. D'accord ? Donc il faut partir d'un degré maximal de motivation. Là, on est dans la motivation externe, hein, pas dans la motivation des sons par rapport aux significations. Donc, le fait, si vous voulez, le fait qu'il y ait un point
de degré maximal de motivation qui va jusqu'à l'isomorphisme, c'est simplement pour signifier que cette zone, elle connaît des degrés. Il y a des degrés de motivation. Je donne juste 2 exemples ici. Poirier, Plombier. Bon, ben, Poirier est motivé sans aucune difficulté, puisque, bon, c'est un mot formé sur les noms d'arbres fruitiers, hein, donc vous fabriquez poirier à partir de poires, comme cerisier à partir de cerises, etc. Plombier est moins clairement motivé, son iconicité est plus faible, parce que les plombiers aujourd'hui n'utilisent plus le plomb. Hein. Donc il y a un côté historique là qui fait qu'on a perdu un peu de vue, mais bon, il y a bien le suffixe des noms de métiers, mais on a une motivation qui est moins nette. Bon. Si j'avais pris des noms, des unités polylexicales, hein, des mots composés, dans les mots composés, c'est très connu, c'est ce qu'on appelle les degrés de figement. Hein. Vous avez, par exemple, si vous prenez un cordon bleu, vous avez un cordon bleu c'est pas un cordon qui est bleu, c'est au sens d'un bon cuisinier, une bonne cuisinière. Je précise cela pour les étudiantes étrangères. Un cordon bleu, c'est un bon cuisinier. Je ne peux pas deviner le sens de cordon bleu à partir du sens de cordon, ni à partir du sens de bleu. Donc là, on est dans dans un arbitraire maximal. Mais une table ronde, c'est un peu moins arbitraire, parce que même si c'est pas rond, j'ai quand même l'idée que dans une réunion, une table ronde au sens d'une réunion, j'ai quand même l'idée que la table, les gens se réunissent autour d'une table, bon, etc., etc. Hein, c'est une problématique très classique qui est donc la problématique des degrés de figement, qui sont souvent liés à des degrés de motivation. Donc toute cette zone-là, cette zone 1 de la motivation relative, elle a des degrés. Motivation syntagmatique, on aurait pu dire tout bêtement limitation par motivation relative. Mais ce que veut surtout signifier ce schéma, c'est qu'une fois qu'on a dit qu'il y avait de la motivation relative, comme dans Poirier, on n'a pas tout dit au sujet de la relation entre arbitraire et motivation. Ce que nous montre l'article sur les radicaux du verbe aller, cette idée qu'on a du polymorphisme éventuellement, c'est que on a la possibilité, quand on a plusieurs signes dans cette zone qui est ici la zone numéro 2, d'avoir un brouillage de la systématicité plus grand que l'isomorphisme. C'est-à-dire que l'isomorphisme, ce que j'appelle ici isomorphisme, c'est simplement un mot, une signification. D'accord ? Enfin, un signifiant, un signifié. Bon. Par exemple, ici, un juge. Il n'y a pas une polysémie de juge qui justifie, on a un sens. Un kiwi, c'est pareil. Bon. J'avais mis avant une banane, mais effectivement, une banane, ça peut signifier un sac, donc bon, je l'ai enlevé. Donc là, on a, avec juge, kiwi, et avec un certain nombre de termes techniques, on a un isomorphisme. On a un signifiant pour un signifié. Ça, mais on n'a pas de motivation relative dans juge ou kiwi, d'accord ? En l'occurrence ici, hein, je les ai mis là, mais on n'a pas de motivation relative. Puisqu'on va oui, voilà. Donc, par rapport à Poirier, juge et kiwi sont évidemment plus arbitraires. Ok ? Mais, quand vous prenez bouton, qui est un mot très polysémique, hein, très polysémique bouton, ça peut être un bouton dermatologique, ça peut être un bouton de sonnette, ça peut être un bouton de fleurs, bref, il y a toutes sortes de sens pour le mot bouton. Donc là, vous avez quelque chose qui n'est plus du tout de l'isomorphisme. Vous avez un signifiant pour plusieurs signifiés, mais des signifiés qui sont en relation les uns avec les autres. Alors qu'avec avocat, qui peut signifier un homme de loi ou bien un fruit, hein, l'avocat qu'on mange, eh bien là, vous n'avez plus aucune relation entre les deux sens. Donc, du point de vue de la systématicité, là, vous avez, si vous voulez, quelque chose qui est
anti-systématique, qui est vraiment le pire. Enfin, non seulement il n'y a pas un signifiant pour un signifié, non seulement il n'y a pas une motivation interne, mais en plus il y a une espèce de brouillage du système, parce qu'on a un même signifiant qui signifie deux choses complètement différentes. Hein. C'est bien ce qu'on avait, dans un autre sens, avec le verbe aller. Avec le verbe aller, on avait trois signifiants différents, ve, al, ir, pour un seul signifié. Hein, c'est l'inverse. C'est le polymorphisme plutôt que l'homonymie. On avait trois signifiants différents, ve, al, ir, pour un seul signifié. Mais c'est le même problème de brouillage du système. Hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, à partir du moment où vous prenez en considération les situations dans lesquelles vous avez un signifiant pour deux signifiés ou un signifié pour deux signifiants, vous montrez que, au fond, l'isomorphisme, c'est déjà quelque chose de moins arbitraire, même s'il n'y a aucune motivation, encore une fois, hein, dans Juge ou dans Kiwi, il n'y a aucune motivation relative. Il n'y a aucune motivation au sens saussurien du terme là-dedans. D'accord ? Mais il y a une motivation au sens guillaumien du terme. Pourquoi ? Parce que il y a plus de systématicité dans l'isomorphisme que dans ce qui n'est pas isomorphique. C'est-à-dire là où il y a non pas un signifiant pour un signifié, mais plusieurs signifiants pour un seul signifié ou plusieurs signifiés pour un seul signifiant. Alors cette zone 2, on peut la représenter de cette façon-là. Donc vous avez du côté du moins arbitraire, bon, ce qu'on peut appeler la monosémie. Donc un seul, là vous avez un signifiant pour un signifié. Donc là vous avez une sorte de petit symbolisme avec les carrés qui signifient les signifiants et les ronds qui représentent les signifiés. Donc on peut faire une espèce de gradation comme ça, bon là aussi ça pourrait se discuter, hein, mais avec des degrés de plus en plus arbitraires, depuis la restriction ou l'extension de sens, hein, par exemple homme comme être humain ou comme être humain mâle adulte, il y a, entre les deux, si vous voulez, c'est quand même très proche là, d'accord ? Donc le lien, si vous voulez, quand vous avez un signifiant pour plusieurs signifiés, plus les signifiés sont liés, moins c'est arbitraire. À partir du moment où les deux signifiés n'ont plus aucun rapport, c'est l'homonymie, c'est le pire, c'est le plus arbitraire, ça c'est le maximum de l'arbitraire. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est ça, on pourrait le formuler comme ça, c'est que le maximum de l'arbitraire, c'est pas Juge ou Kiwi, c'est pas parce qu'il n'y a pas de motivation relative qu'on est dans le maximum d'arbitraire. Le maximum de l'arbitraire, c'est avocat, par exemple, ou c'est le verbe aller quand on ne fait pas l'analyse guillaumienne. D'accord ? Quand on pense qu'il y a, comme l'indique ce petit schéma, avec deux carrés pour un seul rond, on a deux signifiants, ou trois, en l'occurrence, pour aller pour un seul signifié. Et alors, entre ces deux extrêmes, entre la monosémie et puis d'un côté, et puis l'homonymie ou le polymorphisme qui représente la partie la plus arbitraire, on peut avoir des degrés. Donc, restriction, extension de sens, qui me semble le moins arbitraire. La polysémie étroite, la polysémie lâche. Bon, ça, ce sont des degrés de polysémie qu'on peut analyser, mais ça, je n'ai pas le temps de le faire. La métonymie, la métaphore, qui serait, mais là aussi, hein, on pourrait discuter de tout cela. L'argument, c'est le fait qu'on a ou non des ruptures d'isotopie, etc., etc. Je ne veux pas entrer dans les détails, c'est simplement pour ce que je veux juste montrer avec cela, c'est que le stade de l'isomorphisme, ce que un saussurien va considérer comme étant arbitraire, parce qu'il n'y a pas de motivation relative, c'est pas le maximum de l'arbitraire. Hein. Il y a pire, si on peut le dire. Alors, conclusion. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout cela sur les formes de la motivation linguistique ? Bon, d'abord, la motivation, on l'oppose à l'arbitraire. D'accord ? Donc, la motivation du signe, c'est ce qui n'est pas arbitraire, ou l'arbitraire, c'est ce qui n'est pas motivé. Bien. Alors l'arbitraire, c'est un principe théorique qui est utile au plan épistémologique, qui est nécessaire pour dire que y a bien quelque chose d'un peu irrationnel dans les langues d'arbitraire. Hein. Mais au fond, même si c'est un principe théorique important, dans l'analyse linguistique, on n'en fait rien, ce principe, en réalité.
Le principe de l'arbitraire, qu'est-ce que vous voulez démontrer avec ça? Je veux dire, vous êtes linguiste, vous analysez les langues. Qu'est-ce que vous faites du principe de l'arbitraire? Ben rien. On ne peut pas l'utiliser. C'est pas un principe qu'on peut utiliser. Parce que on n'en déduit rien d'utile pour la description des langues. Tout ce que vous pouvez déduire, ce serait que certaines choses ne devraient pas être étudiées. Mais justement, lesquelles, on ne sait pas. Hein. Alors, c'est pour cette raison que, dans la perspective guillaumienne, l'arbitraire, ça va être non pas un point de départ, mais un résidu. C'est-à-dire, si vous ne trouvez pas de motivation, vous pouvez conclure à l'arbitraire. Mais vous allez d'abord voir s'il n'y a pas peut-être une motivation cachée quelque part dans l'organisation des signifiants. Alors, une fois qu'on a défini la motivation comme étant ce qui n'est pas arbitraire, il y a deux sortes de motivation. Il y a d'abord la motivation analogique, qu'on va opposer après à la motivation indexicale. Ça, c'est un point de vue, emprunté à Peirce. Donc, la motivation analogique, avec deux plans. Hein. Un premier plan qui est celui de la fonction iconique de l'analogie, j'en avais parlé au tout début donc du séminaire, où là on prend en compte donc des similarités binaires ou proportionnelles entre son et signification, ou entre forme et contenu, hein, entre signifié et signifiant, donc ça renvoie aux onomatopées, au symbolisme phonétique, aux idéophones, hein, tous ces phénomènes. Par opposition à cette fonction iconique de l'analogie, il y a la fonction régularisatrice de l'analogie qui renvoie à l'arbitraire relatif et donc qui renvoie aussi à toute la problématique du figement, donc la zone 1, hein, on a vu dans le schéma précédent. Donc il y a ces degrés de la motivation relative, du plus figé ou plus arbitraire cordon bleu, par rapport à table ronde qui est donc moins arbitraire, plante verte, qui est aussi un mot composé. Hein. Une plante verte, vous ne pouvez pas dire c'est une plante très verte, d'accord, hein, c'est pas une plante qui est verte, une plante verte, hein, c'est un type de plante. Alors qu'une chemise verte, oui, là c'est pas du tout figé, c'est pas du tout arbitraire, c'est complètement libre. Donc il y a tous ces degrés, on a vu dans la zone 1, mais il y a aussi, donc comme on l'a vu, hein, à prendre en compte toutes les relations asymétriques entre signifié et signifiant, avec donc cette fois-ci avocat qui va être le plus arbitraire, hein, par opposition, par rapport à un mot polysémique comme bouton, ou alors par rapport à des mots qui sont monosémiques comme juge ou kiwi. Donc les cas où vous avez un signifiant pour deux signifiés distincts, un signifiant pour deux signifiés similaires, deux signifiants distincts pour deux signifiés distincts. D'accord ? Ça c'est l'isomorphisme. Bon, cette distinction entre la fonction iconique de l'analogie et la fonction régularisatrice de l'analogie, elle correspond à l'opposition entre une motivation interne, hein, qu'on peut appeler motivation interne, et motivation externe. Hein. Motivation interne, c'est à l'intérieur du signe, entre signifiant et signifié. Motivation externe, c'est entre différents éléments constitutifs des signes. Alors, ça inclut donc... entraîne la problématique de la submorphologie, c'est-à-dire à partir du moment où vous décomposez les unités linguistiques pour trouver une motivation, vous allez au-delà du morphème. Vous décomposez en éléments plus petits que le morphème, ou alors en éléments qui n'ont pas la stabilité du morphème. Bon, par exemple, hein, on l'a vu avec l'exposé de Chris Smith, mais c'était l'année dernière, Chris Smith. Donc vous pourrez retrouver sa conférence sur le site du cours l'année dernière. Elle qui travaille particulièrement sur ce qu'on appelle les phonestèmes. Bon, là, vous voyez, j'ai pris un exemple à partir de Bottineau, Didier Bottineau, qui va venir la semaine prochaine, oui, dans le séminaire, et qui va sans doute nous parler de submorphème. Donc, il y a des éléments qui sont analysés comme submorphème ou
ou comme phonestem, comme SWE, comme SPE, etc. en anglais, hein, là ce sont des exemples en anglais, qui ne sont pas des morphèmes en fait, hein, mais qui ont une régularité, une stabilité de signification qui permet de décrire des classes sémantiques. Et puis, à côté de la motivation analogique, vous avez une autre sorte de motivation qu'on appelle la motivation indexicale. Alors, cette opposition-là entre motivation analogique et motivation indexicale, elle repose sur l'opposition entre icône et index, hein, entre l'iconique et l'indexical chez Peirce. Ce qui est indexical, c'est ce qui est fondé sur une relation de contiguïté. Bon, par exemple, vous faites un bruit de gorge pour demander l'attention de la parole, vous faites hein, en vous manifestant comme ça. Là, la personne va regarder à l'endroit où il y a eu le bruit. Donc, on n'est plus du tout dans une question de motivation du signe par ressemblance, mais là, par indexicalité, donc par un lien plus direct, disons, entre un signifiant et un signifié. Bon, la motivation indexicale, c'est typiquement hein, quand vous montrez quelque chose avec le doigt, bon, il y a une direction du doigt, etc. C'est pas du tout là une question de ressemblance. Hein. Bon, mais je n'ai pas le temps tellement de m'appesantir là-dessus. Un point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est qu'il y a un rapport entre arbitraire et conventionnel. C'est pas la même chose, arbitraire et conventionnel. Hein. Parce que, au fond, ce qui est conventionnel, c'est ce qu'on accepte par convention. Hein, ce qu'une communauté accepte par convention. Mais la convention en elle-même, elle peut être arbitraire ou motivée. Par exemple, prenez ces pictogrammes là qui indiquent des dangers. Bon bah, on voit bien que le pictogramme pour je flambe, où on voit une flamme, lui, il a une motivation analogique. Hein. On reconnaît, il y a une iconicité, on reconnaît la flamme, je flambe. Mais quand vous avez le point d'exclamation qui signifie j'altère la santé ou la couche d'ozone, bon bah vous avez une convention là arbitraire. D'accord ? Mais c'est quand même une convention de mettre le feu pour dire je flambe. Hein. Parce que, après tout, ce symbole pourrait signifier autre chose. Donc, la convention, elle peut être arbitraire ou non. C'est ça qui fait que la notion d'arbitraire et la notion de convention ou de conventionnalité ne se situent pas sur le même plan. Voilà, donc j'ai voulu là simplement vous donner donc un tableau d'ensemble des notions de motivation, vous montrer surtout qu'à partir de Guillaume, on découvre tout un champ, tout un univers de la motivation qui était inexploré avant les travaux de Guillaume et des Guillaumiens. Et au fond, c'est aujourd'hui peut-être la partie la plus active du guillaumisme contemporain que de s'intéresser à tous ces problèmes de motivation à différents degrés. Hein, et ça rejoint aussi quand même toutes sortes de préoccupations contemporaines des sciences cognitives, en particulier les questions liées à l'incarnation, à l'embodiment, au fait que un certain nombre de choses dans les langues sont motivées par des propriétés à la fois cognitives et corporelles. Voilà, donc je vais m'arrêter là.